On va s'intéresser ici aux modalités de la réplication de l'ADN. Alors, ces modalités ont été étudiées par deux scientifiques, Messelson et Stahl, en 1958, soit seulement 5 ans après la mise en évidence de la structure de la molécule d'ADN par Watson et Crick. Ils ont proposé plusieurs hypothèses, on ne va pas toutes les étudier, on va s'intéresser à deux d'entre elles. La première, l'hypothèse 1, qu'on appelle également la réplication conservative, se présente de la manière suivante. Avant réplication, vous avez un chromosome monochromatidien formé de 2 brins parentaux. Après réplication, vous pouvez remarquer que vous avez un chromosome bichromatidien à 2 chromatides sœurs, mais l'une des chromatides est formée des 2 brins parentaux, tandis que l'autre chromatide est formée des 2 brins néoformés. De telle sorte qu'après la mitose, l'une des 2 cellules filles va hériter des 2 brins parentaux et l'autre va hériter d'une chromatide formée de 2 brins néoformés. La deuxième hypothèse, que l'on qualifie d'hypothèse de réplication semi-conservative, vous pouvez remarquer qu'avant réplication, vous avez bien évidemment un chromosome monochromatidien, qu'après réplication, vous avez un chromosome bichromatidien, mais que chaque chromatide est formé d'un brin parental et d'un brin néoformé, de telle sorte qu'à la fin de la mitose, chaque cellule fille va hériter d'un brin néoformé, représenté en bleu, et d'un brin parental, représenté en rouge. Alors, en sciences expérimentales, bien évidemment, pour vérifier une hypothèse, on propose un protocole expérimental. Ce protocole repose sur l'utilisation de bactéries. Alors pourquoi les bactéries? Pour plusieurs raisons. C'est un matériel de choix, ça coûte pas cher, ça prend peu de place et les bactéries se reproduisent très très vite. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils vont également utiliser de l'azote. L'azote 15 ou de l'azote 14. Représentez, excusez-moi, l'azote 14, ici, voilà. Alors pourquoi l'azote? Rappelez-vous, l'azote, c'est l'un des composants de l'ADN, ça rentre dans la composition des bases azotées. Donc si vous voulez suivre la fabrication de l'ADN, c'est très intéressant, c'est très intelligent d'utiliser de l'azote. Et grâce à l'utilisation de 2 types d'azote se distinguant par leur masse, ils vont pouvoir savoir si la bactérie a utilisé de l'azote 15 placé dans son environnement ou de l'azote 14 pour fabriquer son ADN. Alors comment ils vont distinguer ces 2 types d'azote? Ils vont faire subir à l'ADN extrait des bactéries une centrifugation. Cet ADN va migrer plus ou moins loin vers la périphérie sous l'effet de la force centrifuge. Bien évidemment, vous comprenez que plus l'azote est dense, plus il aura tendance à se retrouver à la périphérie, c'est-à-dire tout simplement à la base du culot. Au contraire, si l'azote est plutôt léger, à une faible densité, il migrera beaucoup moins loin dans le tube de centrifugation et se retrouvera davantage vers la surface. Donc lorsque la bactérie utilise de l'azote 15, cet azote, après centrifugation, aura tendance à migrer et à présenter une densité de 1,724. Alors que s'il s'agit d'azote léger, d'azote 14, sa densité sera de 1,710 et se retrouvera globalement davantage à la surface. Ils ont d'abord placé les bactéries sur de l'azote lourd, puis les ont transférées sur de l'azote léger. Alors ça peut vous paraître très compliqué, toutes ces informations, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple que cela ne le paraît. Autre petite remarque, il faut savoir que la centrifugation est incapable de séparer 2 brins appartenant à la même molécule d'ADN, c'est-à-dire à la même chromatide. Gardez ceci à l'esprit, ça vous sera utile par la suite. Une fois qu'en sciences expérimentales, vous avez proposé un protocole expérimental, avant de réaliser l'expérience, vous allez faire quelque chose de très important, de fondamental. Vous allez proposer une ou des conséquences vérifiables. C'est quoi une conséquence vérifiable? C'est tout simplement quand vous prévoyez les résultats avant même d'avoir réalisé l'expérience. C'est ce qu'on appelle les résultats attendus. Ensuite, vous faites l'expérience et vous n'avez plus qu'à comparer les résultats attendus aux résultats obtenus. Si vous avez les mêmes résultats, votre hypothèse va être validée. Dans le cas contraire, elle sera réfutée. Alors essayons. On se lance. Pour l'expérience, pour l'hypothèse 1, selon laquelle la synthèse de l'ADN se fait selon le modèle conservatif. Alors, je place des bactéries d'abord dans un environnement enrichi en azote lourd, azote 15. Ces bactéries, pour fabriquer leur ADN, vont utiliser cet azote lourd.
Donc on va avoir 2 brins d'ADN représentés en rouge qui correspondent ici à de l'azote lourd, azote 15. Si je prélève, j'extrais l'ADN de ces bactéries, c'est-à-dire que j'élimine, je ne garde pas la paroi bactérienne, la membrane plasmique, le cytoplasme, et que je fais subir à cet ADN une centrifugation, et ben, je vais retrouver du matériel génétique avec une densité de 1,724. Imaginons maintenant que je ne prélève pas directement la bactérie, mais que je la laisse subir une mitose. Mais entre-temps, je la change d'environnement. Je la place dans un environnement enrichi en azote 14, c'est-à-dire en azote léger. Elle va fabriquer son ADN à partir de l'azote qu'on lui propose, à savoir de l'azote léger. Selon le modèle conservatif, on va avoir une cellule fille qui va hériter des 2 brins parentaux et l'autre cellule fille, qui est une bactérie, qui va hériter des 2 brins néoformés. Et comme cet ADN a été fabriqué à partir d'azote léger, on aura normalement de l'azote léger. Si je prends ces 2 bactéries, que je leur fais subir après extraction de leur ADN, en fait ce n'est pas la bactérie que je place intégralement dans le tube de centrifugation, mais seulement leur ADN. Que je fais subir à cet ADN centrifugation, je devrais normalement obtenir 2 barres distinctes d'ADN. Une barre correspondant à de l'azote lourd, 1,724, et une autre barre qui devrait correspondre à une densité de 1,710, de façon équitable, au niveau de l'épaisseur, la même épaisseur. Imaginons maintenant qu'au lieu de prélever les bactéries à la 2e génération, je laisse subir à ces 2 bactéries une 2e réplication, suivie d'une mitose. Ces bactéries sont toujours placées dans un environnement avec de l'azote léger, c'est-à-dire que dès qu'il y a de l'ADN néoformé, la cellule va utiliser cet azote léger. Selon le modèle conservatif, l'une des 2 cellules filles en haut va hériter des 2 brins parentaux, marqués ici par la couleur rouge, c'est bien pratique, et les 2 brins néoformés par la couleur bleue qui correspond à de l'azote léger. Là où ça se complique un peu, c'est pour ici. Vu que l'ADN parental est déjà caractérisé par une couleur bleue qui correspond à de l'azote léger, je ne vais plus pouvoir distinguer l'ADN parental de l'ADN néoformé par le code couleur. D'ailleurs, je suis incapable de vous dire ici il s'agit des 2 brins parentaux ou là. Imaginons maintenant, je prélève toujours ces 4 bactéries, je leur extrais l'ADN, je fais subir une centrifugation, si mon hypothèse est juste, je devrais obtenir 3 fois plus d'ADN léger que d'ADN formé d'azote lourd. Imaginons maintenant, toujours, que je ne prélève pas les bactéries au bout de la 3e génération, mais au bout de la 4e. C'est-à-dire que je laisse encore subir à ces 4 bactéries une réplication suivie d'une mitose. Toujours selon le modèle conservatif, je devrais obtenir, excusez-moi, j'étais un peu trop vite, 7 fois plus d'ADN léger que d'ADN lourd. Une fois que j'ai proposé mes résultats attendus, je les compare à mes résultats obtenus. Et les résultats obtenus sont les suivants. Donc, à la 1re génération, logique, j'ai de l'ADN formé d'azote lourd. À la 2e génération, je peux remarquer que j'obtiens quelque chose de différent. C'est comme de l'ADN hybride qui se trouve entre 1,724 et 1,710. Chose que je n'obtiens pas ici. Donc, vous voyez, ici, vous n'avez pas une corrélation entre vos résultats obtenus par Michelson et Stahl et les résultats attendus selon l'hypothèse 1. Et si je continue, je remarque que mes résultats ne corroborent pas du tout, que ce soit à la 1re, 2e ou 3e génération. Ici, je peux donc dire que l'hypothèse 1, le modèle conservatif, est réfutée. Il vous reste à vous, tout simplement, à proposer les résultats attendus selon l'hypothèse 2 et à comparer ces résultats, encore une fois, aux résultats expérimentaux. Si vos résultats sont cohérents, si vos résultats attendus sont cohérents avec les résultats expérimentaux, votre hypothèse sera validée, dans le cas contraire, elle sera réfutée. Bon courage!